On te dit souvent, mange 5 fruits et légumes par jour. Mais est-ce que tu t'es demandé si tu mangeais 2 à 3 légumes ou fruits africains par jour? Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un vécu et un parcours inspirant qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires, inspirantes, captivantes et saisissantes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel. Michel est une professionnelle de la santé et elle fait également pas mal de formations sur la micronutrition. Et avec elle, nous allons parler de santé, de nutrition et de l'impact de l'alimentation sur notre santé. Hello Michel. Salut Mélissa. Comment tu vas? Bien, bien. On est là. Bon, en tout cas, merci beaucoup de participer à ce podcast. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi aussi. Partagez. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Alors, moi, je préfère qu'on m'appelle Penda. Penda, ouais, ok. Ouais, parce que c'est mon nom de famille. D'accord. Et j'aime bien. Je trouve que ça me représente plus que mon prénom. D'accord, voilà. Penda. Voilà. Donc, moi, je suis d'origine camerounaise. Comme tu l'as dit, je suis professionnelle de santé. Et je suis passionnée de nutrition, tu vois. Et depuis que je suis toute petite, je suis attachée à mes origines. Donc, je suis d'origine camerounaise. Je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être que je me répète. Mais il n'y a pas de souci. Ma fille, elle est patriote et tout. Je te jure. Mais bon, c'est bien, tu es fière de tes origines. Bah oui, pourquoi pas. Donc, comme je dis, je suis très attachée à mes origines. Et donc, comme tu l'as dit, je suis professionnelle de santé. Et au cours de ma profession, en fait, j'ai remarqué que l'alimentation pouvait avoir un grand impact, que ce soit sur la prévention, que ce soit sur le côté guérison, tu vois. J'ai travaillé dans des services assez techniques comme de la cardiologie, la dialyse pour les reins, donc la néphrologie, la cancérologie. Et à chaque fois, l'alimentation venait de manière importante. Et en plus de ça, donc comme toute bonne maman africaine, j'ai été élevée avec les mamans africaines, les tantines, comme tu sais comment ça se passe, les plats africains, les sauces, qui collent au corps. Voilà, les casseroles avec tout le plat et tout, tu vois, et tout le bon, comme on dit chez nous, le bon dolé. Là, tu nous as fait voyager là. Donc tu vois, tout ça, donc j'aime aussi la cuisine africaine automatiquement. Je trouve qu'elle est plurielle et je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Et donc, je me suis rendu compte qu'on ne mettait pas assez en avant la nutrition africaine ou qu'il y avait en fait un côté négatif qui était mis en avant. Donc, tout ça s'est mélangé et donc j'ai créé Amaka Nutrition. Amaka Nutrition que tu as créé en juillet 2017. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus en quoi consiste ton initiative, le but et surtout... hormis le fait que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la nutrition africaine, mais vraiment, quelles sont les raisons en fait, qui ont vraiment fait que tu t'es dit, il faut que je lance ce média coûte que coûte. Donc, Amaka Nutrition, si tu veux, c'est plus c'est un média, oui, mais c'est aussi un endroit où tu peux avoir des programmes, où tu peux te former. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de donner du peps à l'alimentation de la femme afro ou non afro, qui aime bien la cuisine africaine, pour pimenter sa féminité. Pimenter, j'aime beaucoup cette expression. Mais encore, dis-nous un peu plus. Quand je dis pimenter, là, c'est parce que bon, tu sais que le piment, même s'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. On en parlera plus tard. Mais le piment, c'est que ça a une place importante dans la cuisine africaine. Et le piment, tu vois, ça pique, ça... Tu vois un peu, non, voilà, tu arrives à comprendre. Donc, quand je dis pimenter la féminité, ça veut dire quoi? C'est en reliant, en fait, la femme afro, bien en afro, qui aime l'Afrique ou qui aime la cuisine africaine, en tout cas pour la femme afrodescendante, à ses origines, en fait, en le reliant à son alimentation, on la relie à ses origines, on va la relier en fait dans une forme d'acceptation de soi, dans une forme d'affirmation de soi. Voilà, je pense qu'on a un continent d'origine qui a besoin de nous et nous on a besoin de lui. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et accepter cela, être dans ça justement, c'est être pour moi plus féminine, c'est être plus équilibré, être en harmonie. Parce que pour être en harmonie avec les autres, il faut s'accepter soi-même et s'aimer soi-même tel que l'on est. C'est comme ça qu'en s'aimant, en aimant sa particularité, on peut aimer les autres. On peut vivre
en harmonie avec les autres, et notamment, les premiers autres qu'on a, c'est notre famille. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, c'est ça. Donc c'est pour ça que je parle de pimenter sa féminité. La féminité, pour moi, passe par là. D'accord. Voilà. Et pour ton activité, tu as choisi comme nom Amaka. Et je voulais te demander justement qu'est-ce que ça t'évoque et quelle est la symbolique, en fait, quelle est la définition en fait, de ce terme-là, Amaka. Alors, Ama chez les Dogons, c'est lié à tout ce qui est divin, tu vois. Le Ka, c'est l'énergie créatrice, l'énergie qui crée. Tu vois, tu sais, par exemple, les afro-descendants des Antilles ont repris ça dans une danse traditionnelle qui s'appelle le Goka. Le gros Ka, tu vois, et c'est ça le Ka. Le Ka, ça vient de l'Afrique ancienne, ancestrale, et c'est ça, c'est l'énergie créatrice. Donc quand tu fais Amaka, tu vois, c'est ce qui est divin et beau, c'est la belle énergie créatrice. En fait, c'est ça, en fait. C'est très très beau parce qu'en fait, quand tu parlais justement de reconnecter un peu les femmes noires et les hommes noirs à leur africanité, tu le fais vraiment à 100%. Exactement, même dans le nom du concept, je l'ai intégré dedans. Voilà, donc quand tu entends Amaka, tu sais que bon, c'est pas italien, c'est pas voilà, on fait pas les choses à moitié parce que voilà, moi je pense qu'on peut s'assumer. Moi, je suis née en France. Je suis née en France et je vais me dire plus loin, je suis née à Paris, dans le 4e arrondissement. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas née en Afrique. Et je côtoyais des gens de différentes origines. Des gens d'origine arabe, des gens de confession juive, des gens d'origine chinoise, asiatique, indienne. Et j'ai côtoyé ces gens et la majeure partie de ces personnes-là assumaient totalement, ils ont été français dans les papiers comme toi et moi, d'accord, et assumer totalement leurs origines, mais totalement, que ce soit sur la langue, que ce soit sur la cuisine, que ce soit sur pas mal de, même des fois le choix de leurs compagnons, pas mal comment dirais-je, de critères. Donc je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas assumer, on aurait ce mal-là et on aurait comment dirais-je, un mal ou une honte ou qu'on serait lié à une certaine forme de communautarisme. Moi, j'ai vécu 20 ans dans le 13e. Le 13e, c'est un des arrondissements où il y a une communauté forte chinoise. Et je suis vécu 20 ans, tu vois. Donc, la plupart des Chinois qui sont ici, ils viennent de la province du Guangzhou, tu vois. Et je parlais avec certains, et ils me disent tous la même chose. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas... Je ne sais pas pourquoi... Nous, on doit avoir des difficultés avec ça, quoi. On va nous traiter de communautarisme, mais pas les autres. Donc, moi, je pense qu'il faut s'assumer, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut être accepté des autres et accepter les autres. Tout à fait. Et je trouve ça encore plus admirable. En fait, moi, je ne peux que saluer ta démarche, mais encore double fois. Pourquoi? Parce que tu es né ici. Oui. Et quand on voit cette fierté-là que tu as par rapport à tes racines africaines, ça fait vraiment plaisir. Et justement, j'en profite pour te demander, mais comment justement tu as été sensibilisée à toutes les problématiques noires? Quand et comment as-tu pris conscience de ton africanité? Déjà, ça a commencé très petite. Très petite, même dans certains cours, comment dirais-je, comment on appelle les cours quand on fait de la religion chrétienne, les cours de catéchisme, ouais, des trucs comme ça, voilà. Okay. Déjà, je posais des questions par rapport à la population noire, par rapport à la Bible, etc. Même si je suis pas dans la religion, mais voilà, étant petite avec les parents, etc. Bon, voilà, je posais pas mal de questions à ces personnes déjà qui étaient un peu étonnées, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle vous pose comme question? Et il y a eu un deuxième fait en fait pendant mes années collège. J'étais en 6e ou en 5e. Et d'ailleurs, j'ai mis cette photo-là sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, ils doivent la connaître. Et il y avait donc le journal Le Monde. Donc, il y a un dessinateur qui s'appelle Plantu, qui est un dessinateur qui est super connu. Quelqu'un qui fait des caricatures, tout simplement, qui a depuis 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Et donc, dans le livre d'histoire géo, tu vois, il y avait un dessin de Plantu où tu avais donc une fête foraine avec une roue. Et dans cette roue, il y avait la famine, il y avait la guerre, il y avait le sida, il y avait enfin tout ce que tu peux savoir comme de négativité. Et devant la roue, le forain, donc celui qui faisait la fête foraine, quoi, le forain, c'était un squelette qui représentait la mort. Et devant son stand, il y avait un Africain. Et quand j'ai vu cette image, que je trouve qui est une image vraiment violente pour des enfants de 11 ans, 12 ans, moi déjà j'étais la seule élève noire sur 37 élèves. Donc voilà, ça m'a fait un choc, si tu veux. Ça m'a fait un choc total, terrible. Et j'avais 36 paires de yeux qui me regardaient. C'était vraiment ça, tu vois. 36 paires de yeux qui m'aidaient à te dire, mais dis donc... ton semblable. Ouais, ton semblable, ton continent, là, c'est vraiment merdique, quoi. Donc, imagine-toi, j'avais envie de me cacher sous la table. Et c'est vrai que je suis rentrée chez moi, je n'ai pas su donner ces mots-là, expliquer ce problème-là à ma mère.
parce que mes parents étaient divorcés. Hein. Mais malgré tout, ça m'a fait un choc psychologique tel que je me suis juré que déjà, j'allais trouver les réponses à mes questions, j'allais trouver la vraie histoire de ce continent, parce que je n'imagine même pas tout ce qu'on nous racontait pendant les cours. Voilà, je ne vais pas te faire un dessin. Et que j'allais pouvoir montrer ce continent dans des aspects positifs. Je me suis juré ça, j'avais 11-12 ans. Donc, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, cette promesse-là, je la tiens. Et oui, et en plus, même si ça n'a rien à voir avec ma nutrition, j'ai découvert de grands historiens comme Bouemba Bong, comme Jean-Philippe Omotunde, comme le professeur Gomez et Pierre Ninon, enfin je peux en citer plein, hein, et vous pouvez taper sur Google si vous ne connaissez pas, et où j'ai vu ou Cheikh Anta Diop, la réelle histoire de l'Afrique. Donc voilà à peu près ce qui a créé ce que tu appelles cette africanité en moi. Cette conscientisation-là. Voilà. Je trouve que c'est super parce que justement, tu es vraiment allé à contre-courant, tu es parti chercher les réponses à tes questions par toi-même, aussi jeune. Donc, c'est vraiment un bel exemple, en tout cas, pour toutes les personnes jeunes, en tout cas, qui écoutent ce podcast. Tout à fait. Et pour en revenir justement aux multiples questions que tu t'es posées, auxquelles justement tu as trouvé tes réponses grâce à tes recherches, il y a un constat que je fais et que je pense pas mal de personnes ont fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes noires et d'hommes noirs qui sont très souvent et de plus en plus sujets à l'hypertension, notamment les femmes pour l'hypertension de grossesse, de nombreuses maladies cardiovasculaires. Les AVC sont devenus la deuxième cause de mortalité chez les personnes afrodescendantes. Et tu as d'ailleurs réalisé des vidéos sur l'hypertension et notamment sur la consommation d'un certain cube dont on ne va pas mentionner le nom. Et je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous parler des raisons en fait, qui expliquent justement la montée des maladies cardiovasculaires, des AVC, de l'hypertension chez les hommes et les femmes noires? Alors déjà, en gros, pour faire rapide, l'hypertension au niveau cardiologique, elle est définie par une tension supérieure à 14,9. Le premier chiffre, c'est quand le cœur se contracte, et le deuxième chiffre, c'est quand il se repose. Donc 14,9. Au-dessus de 14,9, tu es censé... Bon, après, de multiples prises, hein, c'est pas en une fois, tu arrives chez le médecin. Donc, une multiple prise chez le médecin ou chez toi, on va dire que tu es hypertendu. L'hypertension des Noirs, c'est un sujet à part en cardiologie. Donc, tu peux inviter demain un cardiologue, il pourra t'en parler en long, large et en travers. C'est un sujet à part, tu vois. Donc, l'hypertension des Noirs est différente que l'hypertension des Blancs. J'utilise ce mot-là parce que c'est comme ça qu'on dit. Hein, mais voilà, le sujet noir, le sujet blanc, le sujet caucasien, le sujet afro, bon bref, voilà. Donc, déjà, elle est moins bien dépistée parce que peut-être il y a aussi des Africains qui vont moins facilement chez le médecin, moins facilement consulter, et même en France, malgré tout ce qu'il y a comme sécurité sociale, etc., il y a des effets qui sont plus négatifs chez les Noirs, parce que l'hypertension atteint le cerveau, atteint le cœur, atteint les reins. Moi, je suis engagée dans une association qui se bat pour les maladies rénales, et dans cette association-là, j'ai une collègue bénévole qui a perdu ses reins à cause de l'hypertension. Elle est d'origine malienne. Donc, tu vois. Et moi-même, quand je travaillais en dialyse, j'ai vu des Africains, notamment un qui m'a plus choqué, qui est mort de maladie rénale liée à l'hypertension. Donc l'hypertension aussi chez les Noirs fait plus de morts subites que chez les Blancs. Mort subite, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as une attaque massive en fait du cœur. Tu as un infarctus massif et puis tu décèdes sur le coup. L'hypertension donc est plus présente chez les Noirs que chez les Blancs, ça je l'ai déjà dit. Les femmes antillaises, donc je parle des femmes antillaises et afro-américaines parce que souvent les Antillais, ils ont souvent tendance à dire que ils sont pas africains, qu'ils sont métissés, machin. Donc là, par rapport à l'hypertension, ça ne marche pas. Hélas, j'aimerais dire des choses plus positives, mais ça marche pas parce que le fait d'avoir du sang africain, le gène africain va dominer les autres. Donc même si tu as 50%, parce que maintenant les gens font beaucoup de tests ADN, 50%, 60%, il y a ce qu'on appelle gènes récessifs qui sont dominés et des gènes dominants. Tu vois, donc ça marche pas. Donc les femmes antillaises ici en France sont plus hypertendues que leurs compatriotes blanches métropolitaines. Voilà. Et les femmes noires font plus d'hypertension pendant la grossesse. Plus d'hypertension et notamment une maladie qui s'appelle la pré-éclampsie, c'est-à-dire c'est la continuité de l'hypertension de la grossesse où ton rein souffre et tu as des protéines dans les urines. L'hypertension de grossesse peut amener jusqu'au décès de la maman ou de l'enfant. Donc on n'est pas en train de s'amuser là.
Donc voilà, donc je réponds à ta question. Donc voilà, c'est des faits que j'en dois connaître. Et la question, c'était... Pourquoi, en fait, justement, on est plus sensible à l'hypertension que les personnes caucasiennes, par exemple. Donc il y a déjà un fait qui est important. Tu sais, il y a un minéral qui s'appelle le sel. On va dire simplement, sinon ça veut dire chlorure de sodium. Voilà, c'est le sel. Et ce minéral, c'est le minéral qui est le plus important à l'extérieur des cellules. Là où les cellules, c'est comme si elles sont dans un bain. Tu vois, elles sont dans un bain, elles se baignent. Et puis à l'extérieur, là où elles se baignent, c'est le minéral qui est le plus important, c'est le sodium, le sel, on va dire. Et à l'intérieur des cellules, donc dans le corps, j'essaie de parler simplement pour que les gens comprennent, dans le corps des cellules, c'est le potassium qui est le plus important. Donc à l'extérieur des cellules, c'est le sodium, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau suit le sodium. Comme tu vois, c'est comme si tu as, je sais pas moi, tu as une amie qui te colle à la peau et tout, tu vois, et puis toi tu t'appelles sodium, ta meilleure amie elle s'appelle eau, elle va tout te suivre partout. Et il faut savoir que dans le sang, il y a quand même il y a de l'eau. Hein, le plasma il fait principalement d'eau. Donc quand il y a trop de sel, l'eau suit, et dans les vaisseaux, quand il y a trop de liquide, ça cogne sur les vaisseaux. Et c'est ce qu'on appelle l'hypertension. Nous avons, les Noirs, pour la plupart, ce qu'on appelle en science un phénotype sensible au sel. Ça veut dire que nous sommes génétiquement plus sensibles à l'excès de sel que les sujets blancs. Voilà, je ne vais pas expliquer plus loin parce qu'après c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est ça, on est plus sensible génétiquement au sel, tu vois. Donc à partir de là, quand tu consommes du cube, dont on ne cite pas le nom, est-ce que tu imagines un peu ce que ça peut faire? L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel. Donc comme je dis aux personnes, 5 grammes de sel, ça correspond à une cuillère à café rase, pas bombée, rase de sel. Une cuillère à café rase pour toute la journée. D'accord. Pour toute la journée. Alors, quand tu sais que certains cubes ont 5 grammes de sel par cube, est-ce que tu imagines quand tu vois la tantine ou la tantine, la tata ou la maman qui prend le cube, elle l'ouvre et elle écrase, et crappe 2. Des fois, c'est 5. 3, 4, 5. Donc, c'est 5 fois la dose de sel qui est nécessaire pour une journée. Plus le sel qu'on rajoute aussi par-dessus le plus cube. Plus l'arôme, parce qu'il y a l'arôme, on ne dit pas non. Ça c'est vrai aussi. Il y a l'arôme qu'on met par-dessus. Et il y a en plus, tu manges là, mais tu vas peut-être manger dans le matin et le midi, je ne sais pas. Tu vois, ou tu manges une fois par jour, mais peu importe. Mais si tu as mangé en plus d'autres choses, où il y a du sel caché, où tu as aussi... Mais c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on va parler d'autres choses après, mais quand on me dit, en aparté comme ça, on me dit oui, le moringa, il faut faire attention, il faut le prendre comme ça, parce que les dangers du moringa, qui est une plante aussi africaine, parce que ça ne pousse pas seulement en Inde, machin. Et les gens prennent du cube et puis ils font ils écrasent. Ils ne se posent pas la question du danger du cube magique, mais ils se posent la question du danger du moringa. C'est un peu compliqué. Donc il y a ça. Pour en venir sur le phénomène cube, pourquoi le phénomène cube? C'est ça, non? Voilà. Pourquoi, en fait, on est aussi sensible au sel et justement, pourquoi ça influe autant sur notre corps? Voilà, la sensibilité au sel, je t'ai expliqué, c'est par rapport à une sensibilité génétique, par rapport à nos gènes. Et par rapport au cube, je peux pas... En fait, je sais pas, c'est surtout lié, je pense, au fait que quelque chose qui vient de l'Occident, c'est toujours mieux vu que quelque chose qui est du pays. Maintenant, tu sais, comment dire, l'influence de l'Occident, peut-être des fois, peut parfois être négative. Donc c'est ça, ce qui vient de l'Occident, c'est mieux. Il y a aussi au fait de l'urbanisation. Les femmes, même au pays, que ce soit ici, encore pire ici, ou même au pays, ont moins de temps pour préparer. Donc écraser les condiments. Ça prend, je sais, en Afrique, les Africaines ont inventé la science du condiment, l'écrasage à la meule, à la pierre, etc. Et tout. Donc on a moins de temps. On prend le cube, tac, on tourne et puis c'est terminé. C'est assaisonné, tu vois. La facilité de l'utilisation. Puisque tu prends le cube, tu ouvres, c'est facile à utiliser. Il y a tout ça, tu vois. Et puis il y a les publicités. Quand tu vas, je ne sais pas si toi tu vas souvent au pays ou bien nos auditeurs iront souvent au pays, mais tu as des pubs de cette marque-là affichées partout. La ménagère, elle doit avoir son petit cube et tout, ça fait bien. Tu vois. Et puis bon, tout ce qui est messages subliminaux, tu vois, on ne va pas refaire le truc, en pub, ça marche bien.
Bien sûr, ça influe énormément le mental des personnes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne sont pas conscientes justement qu'on a un phénotype qui fait qu'on est plus sensible au sel que les autres personnes. Oui, donc comme tu as dit tout à l'heure, en Afrique, deuxième cause de mortalité, tu peux mourir sur place, tu peux avoir des hémiplégies. Et je rappelle aussi qu'il faut savoir que dans l'ancien temps, l'homme moderne, quand il était encore en Afrique, tu vois, il ne mangeait pas autant de sel. Moi, c'était 600 mg de sel. Je ne sais pas si tu imagines. Donc, on est à peine à un dixième de cuillère à soupe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus d'un dixième de cuillère à soupe. Et à la journée, pas seulement... Oui, à la journée, tu vois. Aujourd'hui, on peut atteindre des 10 grammes, des 15 grammes. C'est extraordinaire. Plus les grignotages, les chips, toutes sortes de choses. Voilà, exactement. Donc, là, j'ai dit, ouais, mais je l'ai dit. Et ben voilà, hein, je vais tout expliquer. Je trouve moi, c'est vrai que quand on en avait parlé lors de nos échanges, moi, ça m'avait beaucoup surpris. C'est des choses, honnêtement, dont je n'avais pas conscience. Moi, j'avais vraiment l'impression, en fait, que c'était plus lié au stress. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais oui, tu sais que, bon, avec ton média, la Afropolitaine, tu sais que, même si on ne veut pas faire de la victimisation, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, si on veut lutter contre le racisme, c'est pas en se plaignant entre guillemets, hein, c'est en s'aimant soi-même, c'est en se respectant soi-même. Si chacun d'entre nous se respecte soi-même et s'aime soi-même, à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle une masse critique et à un moment donné, on va imposer aux gens de nous respecter. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est vrai, on ne peut pas nier qu'il y a une pression sociale, il y a un racisme entre guillemets anti-noir qui fait que le stress permanent de ceci, de cela, ça c'est sûr, je ne peux pas te dire que ça n'a pas d'effet là-dessus sur l'homme noir, globalement, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est sûr, la charge mentale, elle est constante sur les personnes d'origine afro-descendantes ou africaines. Donc c'est sûr que ça joue totalement sur l'hypertension. D'accord. Et je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu viens de dire. Et pour en revenir justement aux AVC, qui sont de plus en plus courants en Afrique, quels sont les premiers gestes de secours qu'il faudrait avoir quand on a face à nous une personne qui fait un AVC? Quels sont les premiers gestes à faire? Alors déjà, quand une personne est en face de toi et que tu remarques qu'elle a un comportement bizarre et que des fois elle a du mal à articuler certains mots, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle dit des choses bizarres qui ne sont pas cohérentes. La première chose à faire, c'est de lui demander la date du jour, par exemple. Est-ce que tu connais la date du jour? Ok. Ou encore mieux, ta date de naissance, c'est quoi? Tu t'appelles comment? Ton nom, ton prénom, tes prénoms, etc. Ta date de naissance ou la date du jour. Si elle n'est pas capable de dire ça, c'est déjà un souci. Deuxième chose, la faire sourire. Sourire, mais à grande dent. Souris-moi bien comme il faut là, quand tu as envie de sourire, tu vois, comme ça. Voilà, déjà 2. La troisième chose, lui faire monter les bras, donc comme ça, par exemple, devant le corps, monter les bras, retourner les bras comme ça, tu vois, comme je fais, donc la paume en bas et la paume au-dessus, lui faire monter les bras comme ça ou même comme ça. Voilà, parce que généralement, dans l'AVC, il y a un affaissement, enfin de la moitié, souvent d'une partie du visage, hein, un déficit facial, hein, ce qu'on appelle, moi je ne vais pas utiliser trop de mots, des gros mots. Voilà, donc la personne aura du mal à sourire. La personne aura des troubles de la conscience en disant, même des fois, elle dit des mots bizarres ou du fait d'elle invente des nouveaux mots. D'accord. Pas toupika, poutika. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça peut aller jusque-là. Tu vois, à partir de ce moment-là, hein, vous demandez à la personne de s'asseoir et si vous êtes en France, vous faites un numéro à 2 chiffres qui s'appelle le 15. Tout de suite, vous appelez le SAMU. Vous dites bien sûr votre numéro de téléphone, hein, l'adresse où vous êtes, votre nom, hein, avec la personne avec qui vous êtes. Et vous dites vous ne savez pas, vous pensez qu'elle a peut-être fait un AVC, qu'elle n'arrive pas à sourire, qu'elle n'arrive pas à parler correctement, qu'elle ne connaît pas la date du jour, etc. On va sûrement vous passer le médecin régulateur qui va vous poser des questions à poser à la personne, si la personne peut parler ou pas, et qui va décider si elle vous envoie un SMUR ou pas. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces indications parce que c'est vrai que face à ce genre de circonstances, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'assister à ce genre de situation. Et c'est vrai que c'est vraiment très important justement Donc, dès qu'il y a une personne qui a un comportement bizarre, vous faites ces petits tests-là. Parce que moi, j'ai une collègue qui a perdu son papa comme ça, qui a rencontré des personnes, des voisins, etc., qui n'ont pas relevé ça. Et la personne est décédée. Donc, voilà.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces rappels qui sont aussi valables tant en Europe qu'en Afrique, parce qu'en Afrique aussi, les gens ne sont pas forcément... Peu importe où l'on est, on n'est pas forcément au courant de ces... certains pays, il y a des pays comme le Sénégal qui sont bien organisés, il y a des SOS médecins, il y a des pays comme le Cameroun qui sont un peu moins bien organisés. Donc, vous asseyez la patiente, si vous pouvez amener dans la clinique la plus proche, vous l'amenez, une clinique organisée qui peut faire un scanner, etc. Voilà. Et c'est le temps de réaction en fait pour lorsqu'on voit que la personne en face de nous est en train de faire un AVC, on dispose de combien de temps justement avant que... Généralement, les médecins disent à peu près 4 heures. Il faut qu'ils agissent dans les 4 heures pour l'AVC. Pour l'arrêt cardiaque, c'est autre chose, c'est pire. Mais il faut que dans les 3-4 heures, il faut qu'ils agissent. Donc dans tous les cas, en France, vous appelez le 15. Quand vous avez fait ces petits tests-là, vous appelez le 15. Les questions, après le 15 va vous dire ce qu'il y a à faire. Vous ne raccrochez pas tant qu'ils ne vous disent pas de raccrocher, surtout. Vous ne raccrochez pas, vous donnez, comme je dis, bien votre numéro de téléphone, etc., l'adresse et compagnie. Et vous asseyez la personne pour éviter qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal. Et voilà, et vous écoutez. Et au pays, vous amenez à la clinique la plus proche. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces rappels parce que c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent suite à des AVC alors qu'elles auraient pu être prises en charge à temps si justement les gens étaient au courant de tout cela. En plus de l'hypertension, je constate encore une fois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi remarqué, que les femmes noires et les hommes noirs sont de plus en plus victimes de diabète, notamment le diabète type 2 souvent. D'accord. Alors qu'avant c'était pas le cas il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les causes en fait de cette montée en puissance du diabète au sein de la communauté et pourquoi et comment le fait de consommer africain pourrait nous épargner justement du diabète? D'accord. Alors déjà, il faut commencer à expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs c'est quoi le diabète. On parle de diabète quand il y a un excès répété de sucre dans le sang. Voilà. Un excès répété. C'est pas une fois, tu as mangé un petit bonbon et puis non. C'est un excès répété, on va faire une prise de sang. Si on trouve, je vous dis des chiffres de l'OMS, mais bon, bref, c'est pas obligé de les retenir. Si on trouve 1,26 g, au-dessus d'1,26 g dans votre sang de sucre, là, on va commencer à faire des investigations, des examens, parce que c'est la définition du diabète par l'OMS. Maintenant, il y a 2 types de diabète. Il y a même 3, on peut dire 3 types, entre guillemets, mais officiellement, c'est plutôt 2 types. Il y a le diabète de type 1. Là, ça touche plus les enfants, généralement, même si de plus en plus, on voit des adultes avec des diabètes de type 1, ce qui est étonnant. Et là, c'est un diabète, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une maladie auto-immune. C'est-à-dire que tes anticorps deviennent fous, ils attaquent ton pancréas. C'est ton pancréas qui va fabriquer le signal qui va dire à tes cellules, allez, il faut que le sucre rentre à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et ce signal-là s'appelle l'insuline. Donc, diabète de type 1, voilà. Donc, les gens, dans ces cas-là, les personnes dans ces cas-là, elles ont besoin d'insuline. Donc, elles ont un manque d'insuline et elles vont s'injecter de l'insuline. Voilà, soit par des pompes, soit par des injections répétées, soit par des pompes qui sont reliées puis ils restent plusieurs jours avec. Ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est autre chose. C'est plutôt ce qu'on appelle, entre guillemets, une maladie de civilisation. Ça veut dire que c'est plutôt lié à la mauvaise alimentation, la malbouffe, le manque d'activité. Là, c'est ce qu'on appelle plutôt, il y a une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que vous mangez régulièrement des aliments qui sont très riches en sucre et tout. Donc, à chaque fois, votre pancréas, il fabrique le signal, il fabrique tout le temps. En plus, vous répétez ça dans la journée, ce n'est pas une fois. Donc, à un moment donné, il fatigue. Alors, il n'arrête pas d'envoyer tout le temps, il n'en peut plus. Donc, tu as des taux très élevés d'insuline dans le sang. Et tes cellules résistent parce qu'elles ne comprennent plus. Il y en a tellement elles ont tellement de signaux qu'elles ne comprennent plus. Donc, c'est ça, le diabète de type 2. Dans le diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle aussi un diabète de l'Africain, qui s'appelle en sciences diabète 2 cétosique, qu'on voit plus chez les sujets noirs, donc africains. Et là, donc souvent, au début, on leur met de l'insuline. Et puis après, rapidement, on passe aux médicaments. Et il peut y avoir une forme de guérison. Donc ça, c'est spécifique souvent à des sujets africains. C'est ce qu'on appelle le diabète africain. Voilà. Diabète de type 3, on ne va pas en parler. C'est ce qui concerne l'Alzheimer, les maladies, l'Alzheimer, la maladie des personnes âgées. Donc on n'en parlera pas. Donc c'est à force d'avoir une alimentation non adaptée, riche en aliments sucrés. Parce que je reviens encore, comme tout à l'heure, dans l'ancien temps, quand l'homme moderne était en Afrique, il y avait sa source de sucre. C'est-à-dire que, tu sais, le sucre, c'est le carburant un petit peu du corps au départ. Au départ, c'est le carburant du corps.
Et là, on va parler des sucres, parce qu'il y a plusieurs types de sucres. Moi, je parle des boules. Il y a les simples boules. Tu vois, tu imagines une boule simple. C'est un sucre qui va aller rapidement dans ton sang. Une boule simple. Même c'est celui qui a 2 boules, il va aller aussi plus ou moins rapidement. Et puis, tu as ceux qui ont des plus grosses boules, qui en ont 5, 500, 600, 1000 et tout. Eux, puisqu'il faut couper les liaisons entre les boules, tu vois, il faut que ton intestin coupe les liaisons, voilà, bah, ça prend plus de temps. Donc, automatiquement, le sucre dans le sang monte moins rapidement. Tu vois. Mais le fait d'avoir une source excessive de simples boules ou de doubles boules, automatiquement, tu sollicites plus facilement l'insuline. Donc, dans l'ancien temps, dans l'homme moderne, quand il était encore en Afrique, sa principale source de glucides, hein, c'est comme ça qu'on dit ça, de glucides, c'était à 99% les légumes, les fruits, les graines et les racines africaines. Les racines, je parle bien des racines. Hein. Ça, ce sont ceux que j'appelle micronutrition. Hein. Donc, ça vient pas de moi. Hein. Donc, c'est vraiment des formations. Donc, je pèse mes mots, des racines. Tu vois, quand je parle des racines, je parle de ce qu'on parle comme les maniocs, les niams, les machins, trucs comme ça. Bref. Et 1%, c'était des céréales complètes africaines. Puisqu'il était en Afrique. Hein. Bref, il n'était pas en Inde. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, 59% des sources de sucre qu'on mange aujourd'hui, on va dire ici, même en France par exemple, 59%, ça vient des céréales raffinées. La star des céréales raffinées, tu sais c'est quoi? C'est le blé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le blé, on le prend déjà, il a été modifié. Hein, il n'y a plus de blé, ou à part peut-être l'épeautre et le corossane, je crois. Ces 2 types de blé-là, qui sont un peu plus naturels, entre guillemets. Tous les blés, même quand tu es en bio, parce que moi j'aime bien consommer bio, même quand tu es en bio, son génome, son ADN a été modifié. C'est clair. Tout de suite, voilà, même en bio. Donc voilà. Et en plus, on lui a enlevé son manteau. Il a un petit manteau. Toute sa substance, en fait. En fait, on lui a enlevé. Tu sais, le blé, quand tu vois, il a comment on appelle ça? Une coque, quoi. Ouais. Son manteau a été enlevé, ce qu'on appelle une céréale raffinée. Donc, on a accès directement aux simples boules. Là, le manteau va ralentir, en fait, le taux de sucre dans le sang, le passage du sucre. Donc, voilà. Donc, 59%, c'est du blé raffiné. 23%, c'est du sucre, pareil, simple boule, de l'alimentation industrielle, du sucre ajouté dans l'alimentation industrielle. Et 18%, c'est les légumes et les fruits. Tu vois la différence entre avant et après? Totalement. Enfin, c'est un fossé énorme qu'il y a entre les deux. Exactement. D'où, tu vois, le fait que le diabète augmente déjà même dans la population caucasienne, population blanche, mais aussi dans la population noire. Parce que justement, des fois, beaucoup d'Africains mangent beaucoup de riz blanc. Ouais, énormément. Voilà, de riz blanc. Faut savoir que le riz blanc, on lui a aussi enlevé son manteau. Il n'est pas semi-complet ou complet. Donc, automatiquement, c'est quasiment du sucre, quoi. C'est quasiment du sucre. Voilà, du riz blanc. Le blé aussi a beaucoup de place. Moi, je le vois en Afrique aussi. Donc, les beignets, 1 fois par semaine, c'est bien. Mais si tu en manges trop, des beignets au blé, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc, tout cela. Et si en plus, on délaisse, et tu me demandais pourquoi, justement, les Africains aujourd'hui, comment l'alimentation africaine peut aider par rapport, parce qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, légumes, fruits, graines et racines africaines. Voilà. Si tu amènes dans ton alimentation plus de ces fruits et de ces légumes-là, et notamment aussi des racines, j'en ai parlé, de racines, c'est-à-dire du manioc, dont l'indice glycémique, la capacité à monter le sucre dans le sang, c'est 40, donc c'est un indice glycémique bas. Pareil, l'igname aussi, le macabou, moi j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, la patate douce, la patate douce jaune au pays, on le trouve orange en plus ici parce que ça vient d'Amérique latine, mais il y a la patate douce jaune au pays qui est très présente. Enfin, tous ces racines-là ont des index glycémiques bas et en plus, sont des aliments bruts. Donc, ils ne vont pas faire augmenter trop rapidement le sucre dans le sang. C'est en ça que je dis que justement, en revenant vers cette alimentation un peu plus adaptée, on va limiter la résistance à l'insuline. Tu vois, pareil pour les légumes, comme le gombo. Le gombo est connu scientifiquement pour abaisser le sucre dans le sang. La cannelle, c'est connu, c'est posé. Si vous faites cannelle et sucre, c'est posé. Le gombo, la cannelle, le moringa, c'est posé. Faites vos recherches, c'est posé. Voilà. Donc, le moringa, non, on parle que d'Ayurveda. Non, le moringa, moi, j'ai vu, ça pousse en Afrique.
C'est vrai que souvent, malheureusement, on dit trop souvent que ça pousse qu'en Inde, mais on oublie aussi que ça pousse également. Non, oui, mais tu sais, si tu fais tes recherches, les 3/4 des aliments que nous mangeons, mais ce n'est pas 90%, quand tu vas sur Internet, sont des aliments qui viennent d'Amérique latine et d'Inde. À croire que l'homme est né il y a 200 000 ans en Afrique, mais il n'avait rien à bouffer. Il a attendu le 15e siècle que les explorateurs portugais viennent pour qu'ils puissent manger. Comment il a vécu pendant plus de 199 000 ans, je ne sais pas. Donc tu vois un petit peu les choses. Le paradoxe. Oui, mais ça, là on est dans le paradoxe. Là, on est dans le mensonge historique. Ouais, totalement. Donc voilà. Donc c'est en ça que je dis que ça peut aider les personnes, cette type d'alimentation peut aider les personnes à prévenir ou voire à pouvoir limiter, voire guérir du diabète. Tout simplement, le diabète de type 2, on peut en guérir. Le type 1, c'est compliqué, non. Le type 2, on peut en guérir si on reprend des bonnes habitudes alimentaires et un bon traitement. Ouais, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose, quand on va dans les magasins ou quoi, moi souvent je rentre des fois dans les magasins juste pour regarder un peu, pour observer, et je me rends compte que on est envahi de sucre. Tous les premiers, que ce soit au rayon enfant, c'est des Kinder Bueno, pas mal de choses en fait sucrées qu'on leur présente. Tout à fait. Les adultes aussi, et puis avec le rythme de vie où on est stressé, on court dans tous les sens. Premier réflexe qu'on a souvent, c'est allez, je me prends un paquet de gâteaux, je me prends ceci, je mange ça vite fait. Et c'est vrai que de fil en aiguille, en mangeant ça chaque jour, après on développe des maladies et on comprend pas trop pourquoi. Et le sucre le sucre a un effet sur le cerveau, c'est-à-dire qu'il va fabriquer une hormone dans le cerveau qui s'appelle la dopamine, et c'est la même hormone qui est fabriquée quand tu es entre guillemets, quand tu es usager de drogue. C'est la même. Tu vois, il y a je sais plus comment il s'appelle ce chercheur-là qui avait montré qu'en fait que le sucre était aussi addictif que la cocaïne. Donc c'est la même hormone donc quand tu prends ton sucre, c'est comme un shoot en fait. Exactement la même chose. Avec le stress de nos vies, c'est compréhensif. Ouais, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est important aussi qu'on puisse justement avoir ces rappels-là, parce que même si c'est pas évident, il en va de nos vies. Oui, tout à fait. Et c'est très important d'être sensibilisé à ça. Tu m'as également fait part, lors de nos échanges, de la colonisation de l'huile de palme par l'huile d'olive, qui est de plus en plus répandue dans nos assiettes. Est-ce que tu pourrais nous parler des bienfaits justement de l'huile de palme pour notre organisme ? D'accord. Alors, avant de parler des bienfaits de l'huile de palme, déjà, il faut savoir c'est quoi une graisse. Parce que tu sais qu'on a, depuis les années 50 aux États-Unis, ça commence aux États-Unis, généralement c'est souvent comme ça que ça se passe aux États-Unis, puis ça arrive en Europe. Les graisses sont diabolisées. Diabolisées, c'est-à-dire c'est les graisses, je ne sais pas quel terme employer, mais c'est la cause de tous les maux, de tous les maux. Même dans les professionnels de santé, ils ne sont pas d'accord. Donc, tu vois, les micronutritionnistes ne sont pas d'accord avec les macronutritionnistes, avec certains médecins. Voilà. Donc, tout le monde n'est même pas d'accord, même au niveau des professionnels de santé, par rapport à ça. Donc, les graisses, c'est une substance qui repousse l'eau, en fait. C'est une substance qui n'aime pas l'eau. C'est comme ça qu'on définit les graisses. Et ce sont des substances qui apportent beaucoup d'énergie au corps. Voilà. Et il y a 3 types de graisses. Il y a les graisses saturées. Les graisses saturées, t'imagines, tu as ta copine et tu la tiens avec un bras. Ça s'appelle, c'est-à-dire que tu as une rangée de copines, vous êtes une dizaine de copines, et vous vous tenez seulement avec un bras. Ça, c'est les graisses saturées. Donc, vous voyez que quand tu tiens avec un bras bien serré, c'est assez stable. Et les graisses monoinsaturées, donc le deuxième type de graisse, c'est, imagine, tu as ta rangée de copines, en fait, et dans cette rangée, il y a une fois où il y en a une qui tient la copine avec 2 bras. On imagine que tu es un être humain, tu as 3 bras. Imaginons, on va imaginer, comme ça pour comprendre. Et tu as ta copine de droite, tu la tiens avec 2 bras, une fois dans la colonne de copines. Donc c'est ça, les graisses monoinsaturées. C'est une fois, on tient avec 2 bras. Et les graisses polyinsaturées, c'est la même rangée de copines, sauf que plusieurs fois, tu vois, tu as peut-être, je sais pas moi, sur la rangée de 20 copines que vous tenez, tout le monde te tient avec un bras, mais à plusieurs moments, il y en a peut-être à 2 ou 3 moments, il y en a une qui tient l'autre copine avec 2 bras. Voilà les 3 types de graisses à connaître. Et il faut un apport de ces 3 types de graisses. L'huile d'olive, c'est la rangée où la copine tient une fois à la 9e position, une fois sa copine a 2 bras. Une fois. Donc, c'est une graisse qui est monoinsaturée. Moi, je t'ai dit, il y a des graisses saturées, monoinsaturées et polyinsaturées.
Pourquoi on va dire aux gens de manger matin, midi, soir une graisse monoinsaturée? Pourquoi à la 9e position? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que l'huile d'olive n'a pas de vertu, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est comme si on te dit, je ne sais pas, mange des œufs toute la journée ou mange de la viande. Pourquoi? On a besoin de ces 3 types de graisses-là. C'est pas possible. Après, j'ai parlé de la colonisation de l'huile d'olive parce qu'aujourd'hui, dès que tu rencontres un afrodescendant, un africain ou n'importe qui, il te parle que de l'huile d'olive. Il te parle de pas. Alors, l'huile de palme, alors là, c'est la catastrophe. Mais je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est le diable en personne. Tu vois? Donc, moi, je parle de l'huile de palme rouge non raffinée. D'accord? Bon, parce que la plupart de l'huile de palme qu'on utilise ici en industrie, c'est une huile de palme qui est raffinée, qui a perdu toutes ses vertus. En fait, tout ce qui est raffiné, que ce soit le céréal, que ce soit l'huile, que ce soit n'importe quoi qui est raffiné, ou le riz raffiné, qui est une céréale d'ailleurs, ça perd toutes ses vertus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle de l'huile de palme rouge, brute. D'accord? C'est quoi ces bienfaits? Cette huile, oui, c'est une huile saturée, ça veut dire que chaque copine se tient avec un seul bras. Donc, comme c'est un seul bras comme ça, bien fort, ça peut être plus rigide. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus rigide. Donc, c'est en ça qu'on va dire, oui, si on consomme trop, on va rigidifier les membranes des cellules, parce que notre membrane des cellules, il fait quasiment que de gras, quasiment en grande partie de gras. Voilà, donc on va rigidifier les membranes des cellules, ça ne va pas aller, nanana, et puis maladie cardiovasculaire. Sauf que, maintenant, on ne peut plus dire que les graisses saturées provoquent des maladies cardiovasculaires, parce que les études montrent que, les études qui ont dit ça, il y a eu des soucis au niveau des études, quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que les graisses saturées sont la cause des maladies cardiovasculaires. Maintenant, si tu abuses des graisses saturées, si tu abuses de n'importe quelle graisse, à un moment donné, ça va pas être bon pour toi. Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi on ne dit pas que l'huile de palme rouge est une des 2 huiles les plus comment dirais-je, qui a une plus grande concentration de la vitamine E? Pourquoi on ne dit pas ça? La vitamine E, c'est une vitamine, j'espère que je ne suis pas trop technique. Hein. Non, y a pas de voilà. souci. La vitamine E, c'est une vitamine qui est une des 3 vitamines qui est la plus antioxydante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que le corps subit ce qu'on appelle un stress oxydatif. C'est-à-dire que c'est un stress où dans son fonctionnement, il va y avoir des radicaux libres qui vont être fabriqués. Et les radicaux libres, c'est comme un célibataire, en fait, qui veut une femme. C'est la même chose. Ces radicaux libres, ça attaque l'ADN, hein, tu peux avoir des cancers, ça attaque les protéines, ça attaque le vieillissement, etc. Et, tout. Et qu'est-ce que va faire l'huile de palme rouge avec la vitamine E? Elle va apporter une femme à ces célibataires-là, à ces radicaux libres. Elle va lui donner une femme qui va le calmer. Elle va lui dire, maintenant, si tu n'es plus radicaux libre, maintenant, tu es marié. Voilà, non mais tu vois, j'aime bien l'image. Moi, ça parce que sinon les gens ils comprennent pas. Oui, c'est vrai, ça permet vraiment de. Parce que c'est radicaux libres, machin, oxydant. Voilà, c'est de la chimie, tu vois. Donc c'est de la physique, c'est pas évident. Donc c'est ça. Et c'est une des huiles qui est la plus importante en vitamine E. C'est une des huiles aussi qui est très très, comment dirais-je, qui est aussi riche en bêta-carotène. Pareil, c'est aussi un antioxydant qu'on trouve dans la papaye, dans la carotte, dans la mangue, dans le plantain, tout ce qui est orange et jaune. Et pareil, cette bêta-carotène-là va amener des femmes à ces célibataires. Donc, c'est important d'en manger. Pareil, c'est une... comment dirais-je? Donc, en plus, comme par rapport à la vitamine E, c'est pas n'importe quelle vitamine E, c'est la vitamine gamma-tocopherol. C'est un type de vitamine E qui est très, très rare. Il y a encore un antioxydant qui s'appelle coenzyme Q10. Il y en a dans l'huile de palme. D'accord? C'est une huile qui est très rassasiante et c'est, d'après donc, le professeur Castronouveau, c'est une des meilleures huiles pour cuire. Parce que le fait que tu aies que, en fait, des femmes, tu tiens tes copines avec un seul bras, en fait, fait que, en fait, il n'y a pas de transformation, je vais te dire simple, hein, il n'y a pas de transformation en acide gras trans. C'est-à-dire que si tu cuis très fort, très fort, peut-être pas, doucement, peut-être pas, mais si tu cuis très fort l'huile d'olive, elle va se transformer en acide gras trans. Et l'acide gras trans, c'est cette graisse-là qui est vraiment pas bonne pour le corps. D'accord. Voilà.
Okay. Voilà, c'est soit par le chauffage, soit par la chimie, tu vois. Les graisses trans, tu en trouves par exemple dans la margarine. La margarine, c'est pas bon pour la santé. La margarine. Okay. Voilà, on veut solidifier des graisses, des graisses végétales en les hydrogénant. Donc voilà, c'est la margarine. Ces graisses-là, acides gras trans, ce sont des graisses qui ont été prouvées, qui ne sont pas bonnes, qui donnent des cancers du sein, des cancers, enfin des maladies cardiovasculaires. C'est des acides gras trans. Pour moi, c'est les seules graisses qui sont totalement à éviter, qu'on peut trouver dans les gâteaux. Voilà. Quand tu vois graisse hydrogénée, repose tout de suite le paquet. Graisse hydrogénée, on repose le paquet. Ouais. C'est bon à savoir ça. Il y a des endroits aux États-Unis où ils mettent without trans fat, etc. Et tout. Des restaurants sans acides gras trans. C'est ça pour moi la pire des graisses. C'est ça pour moi. Donc voilà, toutes ces informations-là, il y a certains nutritionnistes qui disent que voilà, pour une femme, tu peux aller jusqu'à 22 grammes d'acides gras saturés et un homme 29 grammes. Ça correspond à 2 cuillères à soupe dans la journée. Rase. 2 cuillères à soupe en sachant pertinemment que malheureusement avec déjà les 2 cuillères à soupe normales que tu viens de préconiser, que l'on met certainement, et on met certainement plus dans nos poêles quand on fait griller quelque chose, plus ces gras qu'on retrouve également dans tous les aliments qu'on retrouve dans les supermarchés qu'on clignote. Oui, ça moi je parle pour toute la journée, c'est-à-dire je n'ai pas compté si tu prends des trucs à côté. Voilà. Alors pourquoi les industriels ils utilisent l'huile de palme donc raffinée, parce que raffinée ou pas raffinée, tu sais, en fait l'huile de palme quand tu la prends, elle est solide. Tu sais, quand tu es en dessous de 36 degrés, elle va être solide, l'huile de palme. Tu vois, elle va être dure. Et donc ces caractéristiques physiques là permettent de faire beaucoup de choses, beaucoup de produits industriels. Le problème c'est qu'elle est raffinée, elle n'est pas de bonne qualité. C'est ça le problème. Mais l'utilisation de l'huile de palme, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit rouge, donc ils la raffinent. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne veulent pas que ce soit rouge. Donc ils enlèvent toutes les bonnes choses de l'huile de palme, ils laissent que voilà. Et en fait, permet de ne pas utiliser des acides gras trans, parce que le but c'est de solidifier. Et en dessous de 36 degrés, elle est solide. Donc voilà, à peu près. Donc moi j'en consomme, je me porte très bien. En plus quand j'en consomme, j'ai remarqué que je grignote moins ou pas du tout, parce qu'elle est très rassasiante. Ça me rappelle mon enfance et je n'ai aucun problème de santé. À partir du moment où je vous ai dit 2 cuillères à soupe par jour, rase, il n'y a pas de problème, quoi. Même quand tu fais ta nourriture avec ton huile de palme, tu comptes pour chaque personne. C'est que, moi, je leur dis, le meilleur instrument pour compter l'huile, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes d'huile, pour toutes les huiles. Donc, tu vois, bon, si elle est un peu solide, il faut que tu l'étales bien sur la cuillère, quoi. Voilà, mais tout le reste, c'est 10 grammes. Donc, tu peux mesurer avec une cuillère à soupe. Tout le monde a ça chez soi. Même pas une balance. C'est vrai que tout le monde a ça chez soi, mais c'est vrai qu'en entendant tout ce que tu viens de dire là à l'instant, par rapport à l'hypertension, par rapport au diabète, par rapport à notre phénotype, on dit souvent communément, et là vraiment avec tout ce que tu as dit, c'est vraiment criant de vérité, c'est que notre peuple périt par faute de connaissances, par manque de connaissances, parce que malheureusement toutes ces connaissances-là que tu viens d'étaler ici, ce sont des connaissances auxquelles beaucoup d'entre nous n'ont pas accès. Et c'est dommage, parce que je pense que si les gens avaient accès à toutes ces connaissances-là, ils feraient plus attention, on ferait plus attention à la façon dont on mange. En tout cas, si on continue à manger comme on mangeait, ce sera en âme à conscience. Parce que quand on voit les médias, l'huile d'olive, on nous préconise que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, que c'est une huile qui est beaucoup mieux que l'huile de tournesol. Et puis même quand on va dans les supermarchés, pour les personnes qui font partie de la classe moyenne, les huiles qui sont à notre portée de main d'un point de vue financier, ce sont les huiles de tournesol. Ce ne sont pas du tout les huiles qui sont justement bien pour notre santé. Donc c'est vrai que c'est... Alors, il faut avoir un apport diversifié d'huile. Tu peux prendre l'huile d'olive pour ce qu'on appelle les oméga 9. Je t'ai dit, en position 9, tu as un endroit où elle prend sa copine à 2 bras. Donc pour les oméga 9, tu peux, pourquoi pas. Pour l'huile de tournesol, c'est des oméga 6. Donc elle prend sa copine à 2 bras au niveau de la position 6. D'accord? Il en faut, mais il n'en faut pas de trop. C'est-à-dire que l'oméga 6 et l'oméga 3, là où elle prend sa copine à 2 bras en position 3, voilà, il faut qu'il y ait 5 fois plus d'oméga 6 pour une fois plus d'oméga 3. 5 sur 1 ou 3, entre 3 et 5 sur 1. Le problème, c'est qu'en France, ici, des fois, on a 30 sur 1 par rapport aux oméga 6. Donc, tournesol, maïs, machin, et tout, tu vois. Ça aussi, c'est dangereux. Parce que le tournesol, ça excite tes soldats. L'huile de tournesol, c'est-à-dire que les oméga 6 excitent tes soldats, ton système immunitaire.
Ah oui, c'est ça, hein, c'est la réalité. Ça, c'est vraiment des choses... Donc, quand tu abuses des oméga-6, huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja et encore d'autres huiles, je ne sais pas, huile d'argan. Bon, l'argan, c'est bien pour les cheveux, mais il y en a aussi qui consomment l'huile d'argan. C'est riche en oméga-6. Il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est ça. Mais il faut avoir les apports de ces trois, oméga-6, oméga-3, oméga-9 et saturé. Il faut avoir ça de manière équilibrée. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu penses justement de ces situations, du fait que beaucoup d'entre nous, pour parler des populations noires qui vivent en hexagone, beaucoup d'entre nous, si ce n'est peut-être 99% d'entre nous, hein, c'est vraiment pas, je ne dis pas ça en exagérant, mais j'en parle vraiment en connaissance de cause, on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. Et du coup, qu'est-ce que tu penses justement de ces situations et qu'est-ce que tu préconises justement pour pas qu'on puisse rester justement dans cette ignorance-là qui nous tue en fait, sans qu'on le sache? Moi, je pense que... c'est ça. En fait, au départ, comme je dis tout à l'heure, il y a ce manque d'amour qu'on a envers nos choses, envers nous-mêmes des fois, et envers nos choses. C'est-à-dire qu'on écoute trop en fait, le bruit externe et on n'écoute pas sa sagesse interne, quoi. C'est-à-dire, très souvent, on écoute trop. Bon, tu vois, maintenant, je vois sur YouTube des mamans qui font des plats africains avec de l'huile d'olive. La dernière fois, c'est vrai, je ne le cache pas, je suis un peu prête avec une maman, comme ça, je dis, mais comment vous pouvez faire ce plat camerounais avec de l'huile d'olive? Si vraiment, à la limite, tu n'as plus rien tu vois, ça arrive à tout le monde, tu n'as plus rien, il ne te reste que ça, bon, je peux comprendre. Alors que ce plat-là se faisait avec de l'huile de palme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un plat que au pays, tu ne verras jamais une maman faire ça avec de l'huile d'olive. Et c'est une maman. Et je me suis dit, mais mince, c'est-à-dire que même nos mamans, c'est comme ça. Même les mamans qui viennent du pays, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une faiblesse de notre communauté qui est liée aussi à notre histoire. On ne va pas refaire l'histoire. Mais l'histoire, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la changer, l'histoire. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre présent. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Après, si les gens ne sont pas intéressés, c'est leur plein droit. Mais après, il ne faut pas se plaindre si les gens passent leur temps à vous dire n'importe quoi sur votre alimentation, à vous dire, voilà... Et demain, après, le problème, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui ne sont pas touchés, ils ne se sentent pas concernés. Le problème, c'est que tu seras automatiquement touché. Si ce n'est pas toi, ça va être un voisin. Si ce n'est pas toi, ça va être un cousin. Si ce n'est pas toi, ça va être ta tantine. Si ce n'est pas toi, ça va être ta maman. Tout à fait. Si ce n'est pas toi, ça va être quoi? Et en plus, tu dis ça, ce sont tes enfants. Pour faire un aparté rapide, parce qu'on n'en a pas parlé, moi, je parle souvent, régulièrement dans mes communications, d'alimentation épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est une science qui dit que l'alimentation, les pensées, l'environnement va modifier, influencer l'expression de ton ADN. Donc, ça veut dire quoi? Simplement, si tu as une alimentation adaptée, ton ADN, il s'ouvre. Si tu as une alimentation qui n'est pas adaptée, ou des pensées qui ne sont pas adaptées, ton ADN, il se ferme. En sachant que l'ADN, il ne sort pas du noyau de la cellule, il ne sort pas. C'est une copie qui va s'interposer entre les deux branches de ton ADN, une copie, tu vois, qui s'appelle l'ARN, et qui va sortir pour dire aux cellules, voilà ce que tu as à faire. Donc, si c'est fermé, ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'épigénétique, ça te dit quoi? L'alimentation, ça fait ouvrir ou fermer l'ADN. Parce que tu imagines, on a des gènes à qui tu n'as pas accès si tu as une alimentation qui n'est pas adaptée. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pour l'alimentation, les pensées, l'environnement. Faites vos recherches, vous verrez. Tapez épigénétique. Donc, je dis aux personnes, voilà, il faut que vous ayez un minimum d'alimentation épigénétique. Il faut que vous ayez au moins dans votre journée, comme j'ai dit au départ, est-ce que tu as mangé 2 ou 3 légumes africains ou plats africains dans ta journée? C'est important. Donc, la faiblesse de notre communauté, c'est ça notre talon d'Achille. La faiblesse de nos engagements, voilà. Et même penser à nos enfants, tu vois, c'est super important. Quel encore... Le modèle occidental, tu vois, c'est-à-dire que quand l'occidental dit c'est ça, allez, terminé, fermez la porte. On ne peut pas continuer comme ça. Ça devient une vérité universelle. Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'à un moment donné, je le répète, le passé, il est tel qu'il est. On ne peut plus le changer. Ce qu'on peut changer, c'est ce qu'on a décidé d'être aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie d'être... Je ne suis pas venue dans ce monde pour rien, pour écouter simplement les autres dire ce qu'ils ont à dire. Non. J'estime que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tu as été créé, tu es là pour quelque chose. Pourquoi tous les animaux, c'est pas tous des gazelles ou tous des crocodiles? Comme ça, on n'en parle plus. Non, si on est différent, c'est pour une raison. Tu es né pour quelque chose. Donc, tu es né pour t'assumer, pour être toi-même.
C'est ça, c'est le fait de... Voilà, on a tellement perdu de choses qu'aujourd'hui, un noir peut dire quelque chose, on n'écoute pas. Dès que c'est un blanc quelque chose, oh man, on le légitime malheureusement. La couleur de peau fait que, bon, allez, c'est bon, terminé, et puis terminé. Donc, voilà. Et résultat, plus de diabète, plus d'AVC, plus d'hypertension. Les gens sont en dialyse, les gens font des morts subites. Voilà, aujourd'hui, s'ils te suivent à l'Afropolitaine, ils pourront dire qu'ils sont au courant, ils pourront passer le message. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que la faiblesse de la communauté, le fait qu'on lâche notre identité, on se laisse emporter par le nouveau mot à la mode qui est communautarisme, par plein de qualificatifs. Surtout que le communautarisme, moi de mon point de vue, moi je ne vois pas en quoi c'est mauvais, dans la mesure où, je l'avais dit d'ailleurs lors de l'un des précédents podcasts que j'ai enregistrés, c'est qu'on ne peut pas réellement s'ouvrir à l'autre si on se ferme à soi. Donc pour moi c'est ça la définition du communautarisme. Je ne sais pas quelle est ta définition du communautarisme, mais en tout cas pour moi c'est ça. Moi la définition du communautarisme, c'est être bien avec les siens. Être bien avec les siens. C'est moi là, voilà. Moi je suis née en France. Je suis avec des Arabes, j'ai vécu avec des Juifs, j'ai vécu avec des trucs. Ils étaient tous bien avec les leurs, et quand il y a des choses à faire, ils faisaient avec les leurs. Ça n'empêche pas ils n'empêchent pas de parler. Ils parlent avec les autres, ils vont parler avec toi. Pour ceux qui sont ouverts d'esprit, ils vont parler avec l'autre. Mais quand ils rentrent chez eux, ça, non. Moi, imagine-toi, j'avais tenté médecine en 2013. J'ai tenté médecine, bon, j'ai pas validé mon concours. J'avais tous les gamins qui venaient me voir, qui me collaient. Parce qu'ils me disaient, mais toi, tu es une noire qui est différente. Et ce n'était pas des gamins noirs. Hein. C'est ça qui est malheureux. Ce n'était pas des gamins noirs. C'était des gamins arabes, c'était des gamins juifs, parce que j'étais à Boubini. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens sont attirés par des gens, justement, qui s'aiment et par des gens qui sont communautaires. Et tu attires même des gens qui ne sont même pas comme toi. Non, mais c'est incroyable quand même. Hein? J'ai une collègue qui n'avait pas validé, une collègue de fac, pareil, qui n'a pas validé, mais elle a fait autre chose de bien, qui m'a attendu à la fin du concours, qui m'a dit, mais toi, ce que tu vas faire là, moi, je vais travailler avec toi. Mais vous imaginez, elle habitait à une station de Villepinte, là où on passe le concours. Elle m'a attendu, on a parlé, on a fait le chemin ensemble. Mais ça veut dire quoi, ça? Les gens sont attirés, même s'ils ne vous le disent pas, parce que les gens ne veulent pas que l'Africain soit fort. Ils veulent pas que le noir soit fort. Ils ont peur. Ils ne veulent pas que l'Afrique se lève. Ils ne veulent pas. Mais à un moment donné, tu n'as pas demandé la permission d'exister ou d'être. Le lion ne demande pas à la panthère ou au guépard s'il va exister ou pas, ou s'il peut vivre. Tout à fait. Et encore moins à la gazelle. Il rugit, point barre. Nos parents ont fait des contes pour parler de la vie avec les animaux depuis la nuit des temps. Mais si vous observez les animaux, est-ce que le lion demande à un panthère ou au guépard, je veux exister? Il pisse là, passe alors seulement. Mais c'est tout. Mais c'est vrai, viens seulement. Là, tu n'es plus la fille en France, là, ça c'est ton côté. Mais c'est tout. Non, mais observons les animaux. Ouais, tout à fait. Hein? Que la panthère essaie de passer là où elle a pissé. On va voir. C'est vrai que chez les animaux, moi aussi, je regarde rarement les documentaires, mais moi, ce que je remarque, c'est quoi? C'est que chez les animaux, aucun animal ne demande la validation de l'autre pour exister. Non, mais pour moi, excusez-moi, je vais dire quelque chose de cru et de radical, parce que ça, nos anciens, ils ont beaucoup observé la nature. Ils ont beaucoup observé la nature. Et moi, j'en ai marre que les gens disent que c'est de la sorcellerie ou des trucs comme ça, tu vois. Les gens, ils ont fait des études pendant des années. Années. Hein? Pour moi, les êtres les plus spirituels, c'est la nature, les animaux, les végétaux. Parce qu'ils font ce qu'ils ont fait par rapport à pourquoi ils ont été créés. Je suis désolée. Moi, à partir du moment, je ne veux juger personne. À partir du moment où tu n'es pas toi-même, donc tu insultes le Créateur quelque part. Je suis désolée. Moi, ça va peut-être m'appris, mais tu insultes le Créateur. Ou tu insultes, je ne sais pas, ou l'énergie que tu as créée. Si tu crois en ce que tu crois, chacun croit en ce qu'il veut. Il y a un problème. Moi, je ne vais pas m'excuser d'être. C'est tout. Non, je suis ce que je suis. Point. Et jamais je m'excuser d'être. Je veux dire que tu peux tuer quelqu'un, mais tu ne vas pas tuer son énergie, tu ne vas pas tuer son essence même. Nos ancêtres ont pris des balles dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle encore d'eux. Hein? Moi, quand je vois des livres, la vie secrète des arbres, 200 000 copies, oui, c'est bien. Moi, j'ai été au Cameroun, j'ai vu des tradipraticiens parler aux arbres avant de prendre l'écorce pour aller soigner. C'est pas qu'on a dit que j'ai vu.
Maintenant, des gars te sortent, des Allemands te sortent un livre, 200 000 vues pour dire que les arbres communiquent entre eux. Mais quand l'Africain, lui, il demande à l'arbre parce qu'il estime que c'est un être vivant, parce que c'est un végétal. C'est pris pour de... Parce que certains vont te dire que non, parce qu'il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cortex cérébral. Donc, il n'est pas un être vivant, il n'y a pas de sensation. Moi, je vois l'Africain faire ça, dire excuse-moi, désolé, mais là, je vais tabasser ton écorce parce que je vais prendre une écorce pour soigner. Et après, tu as des gens qui se lèvent qui vont dire ah oui, on remarque que l'arbre sort des phéromones et machin. Maintenant, on a même inventé la sylvothérapie. Donc, les gens, non, c'est vrai, je t'assure, les gens se mettent sur des arbres, des gens qui sont cancéreux, vont se mettre sur des arbres, toucher des arbres pour pouvoir guérir. Mais ça vient d'où? Non, soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est tellement vrai, parce que moi, je fais le même constat que toi, c'est-à-dire que quand, il n'y a rien de raciste dans ce qu'on dit, c'est la pure vérité, quand une personne caucasienne dit quelque chose, personne ne cherche à questionner son propos. Mais par exemple, une personne noire qui fait des recherches aussi poussées, voire même, parfois même plus poussées que certaines personnes caucasiennes, évoque les mêmes résultats, les mêmes thèses, malheureusement, c'est ses consoeurs, ses confrères noirs qui ont tendance malheureusement à le discréditer. Oui. Et comment tu me poses la question, faute de connaissance, c'est ça qui crée... Et après, ça arrive à la mort. Comment tu vois qu'un Allemand fait un livre, La vie secrète des arbres, 200 000, 300 000 exemplaires, tout le monde dit oh bravo, c'est génial, franchement, les arbres, machin. Moi, je te dis que j'ai vu un traducteur, j'ai pas dit, j'ai vu, c'est pas qu'on t'a dit. Il a parlé à l'arbre, il a dit voilà, tout. Après, il a pris une machette, il a coupé, pam, 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 il a pris l'écorce, et cette écorce allait soigner quelqu'un. Tu dis ça, c'est la sorcellerie. Tout de suite. Ah, ça, c'est un sorcier. Pardon. C'est un sorcier même. Ah, non. Au nom de Jésus. Amen. Coupez au montage. Il faut laisser, c'est intéressant. Non, mais c'est tellement vrai. Non, mais honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi. On a tendance, malheureusement, à nous dénigrer nous-mêmes. C'est vraiment ce qui est dommage. Bon, appelons ça la il a fait de la phytothérapie. Après, il a fait la sylvothérapie. Si vous voulez, on sort les gros mots. Voilà. C'est bon comme ça. Non, parce que là, ça m'énerve. Quand je m'énerve, là, c'est mon côté afro. Là, mais là, il est ressenti mais à 200%. Et justement, pour continuer sur l'alimentation type, en fait, idéale, justement, qui nous correspondrait bien, pour une journée type, en fait, quelle serait l'alimentation idéale que tu proposerais aux auditeurs, aux auditrices ou même à toutes les personnes qui vont regarder ce podcast pour le matin, le midi et le soir? Donc, déjà, pour commencer, alimentation type, je vais donner des indications, mais il faut que la personne déjà s'écoute. Elle apprenne à s'écouter. Parce que le corps t'envoie des signaux. Le corps te parle. C'est qu'on n'écoute plus. On est tellement dans ce stress, dans cette rumination mentale. Même moi, je ne suis pas en train d'accuser les gens. Même moi, et qu'on n'écoute plus. J'avais fait une vidéo, j'avais parlé du petit déjeuner à l'africaine. J'ai dit aux gens, si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Point. Si vous n'avez pas faim le matin, sauf si vous êtes goinfré. Des fois, les gens n'ont pas faim parce qu'ils sont goinfrés la veille. Ils se sont goinfrés la veille, donc ça fait que le matin, ils n'ont pas faim. Et après, ils commencent à grignoter l'après-midi. Donc voilà, il faut vraiment arriver à s'équilibrer. Voilà, mais il faut écouter sa faim. Voilà, il faut écouter. Vous n'avez pas faim, mangez pas. Mais bon, pour ceux qui ont faim le matin, moi, je parle d'un système PGF. PGF, ça veut dire quoi? Protéines, graisses, fibres. Pour faire simple. Voilà. En termes de protéines, je dirais, par exemple, le matin, c'est bien de manger des protéines le matin parce que ça tient au corps et ça empêche de grignoter. Je dis bien si vous avez faim. Donc voilà, donc ça peut être un œuf. Moi, je fais des fois des œufs pour mes enfants, cuits à la vapeur, un œuf. Ça peut être aussi 3 fois par semaine du poisson gras. Je sais qu'au pays, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les sardines. L'avantage des sardines, c'est qu'il y a les copines qu'on tient là à la position 3, qui sont les oméga 3, et on en manque cruellement. Même si c'est en boîte et que c'est pas pêché là frais, voilà, prenez-en au moins 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine, même 70 grammes ou les 3/4 d'une boîte de 100 grammes. Voilà, 3 fois dans la semaine, c'est important. Donc là, c'est le P. En G, donc le G, le gras. Donc le gras, vous pouvez... moi, des fois, quand je fais un peu de céréales, du mil, par exemple, à mes enfants le matin, je mets un peu d'huile de coco. C'est aussi une graisse saturée, mais les acides gras sont plus courts. L'huile de coco. Voilà, l'huile de coco ou... l'huile de palme dans le céréal, c'est un peu... je pense que c'est pas trop adapté. Voilà, pour ceux qui ont acheté. Mais ceux qui n'ont pas accès à l'huile de coco, ça peut être un demi-avocat.
c'est une très très bonne graisse, c'est des oméga 9, c'est très très bon. Tu vois, en G, je parle en gras, en G. Ok. Ou bien, pour ceux qui ont, ou si c'est la saison, du safou, la prune. Mais bien sûr, c'est des graisses. Et en plus, il y a des graisses saturées aussi dedans, qui sont les mêmes graisses qu'il y a dans l'huile de palme. Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est le côté G. Tu vois, même 2 ou 3 safou, ça fait le côté G. Tu vois? Okay. Et en F, ça serait un fruit tropical ou africain tropical. Alors, un fruit tropical que tu vas pouvoir manger et tu vas saupoudrer un petit peu de moringa, un peu de baobab. Ça va faire de la vitamine C, des sels minéraux, de vitamine A, C, E et des antioxydants dès le matin. Donc là, tu as un système PGF. Alors, bien sûr, tu prends les quantités qui te sied. Il ne faut pas abuser. Donc, un œuf, la 3/4 d'une boîte de sardines. Tu mets tu peux mettre moi, ce que je fais avec mes enfants, je mets un peu sur le chikwang. Le matin, oui. Et alors, le matin. Oui. Il y en a, ils vont dire c'est pas vrai. Mais attendez, moi je vous dis, nos grands-mamans là, le matin, elles mangeaient pas. Le matin, avant d'aller au champ, jusqu'aujourd'hui là, c'est pas le pain, beurre, confiture qu'elles mangent. Hein. Ah non. Elles ont tout compris. Elles avaient déjà frit chez elles. Je t'ai dit. Mais ce qui est incroyable, en fait, excuse-moi de te couper, mais ce qui est incroyable, c'est que tu es né comme moi ici. Et justement, le fait que tu aies cette connaissance-là, parce que nos grands-mères, nos ancêtres, ils savaient pourquoi ils mangeaient ces choses-là. Mais je pense que la génération peut-être de nos parents se sont mis à continuer à manger ces aliments-là sans savoir, en fait, les bienfaits de ces aliments-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés ici, pour la plupart, ils les ont délaissés, en fait. Parce qu'ils ne connaissaient pas, en fait, ils mangeaient par habitude, par affection, parce que ça leur rappelait leurs souvenirs d'enfance, mais ils ne savaient pas le pourquoi du comment il fallait manger ça. Et le fait que toi, qui es né ici comme moi, tu aies fait ces recherches-là et que tu en saches même plus peut-être que tes parents qui sont ici, moi je trouve ça extraordinaire. Ah, ma chère, on se débrouille. C'est ça le lion. Tu te débrouilles avec tout ça. Ça, c'est quelle modestie, ça, tu te débrouilles pas. Non, mais c'est les gens qui vont être choqués par ce que je viens de dire. Mais de temps en temps, il faut prendre un billet dans la mesure du possible, bien sûr. Je sais que ce n'est pas toujours évident avec nos vies, etc., les manques d'argent et tout. Mais des fois, prenez un billet, allez un peu au pays, allez voir. Même des fois, aller un peu au village, aller machin. Les femmes qui vont au pays, là, elles ne mangent pas pain, beurre, confiture le matin. Elles mangent des trucs comme ça là, qui les tiennent, ou bien même carrément, elles mettent la sauce, le couem, le coq. Bon, ça, c'est pour les caméras qui connaissent. Hein, les caméras, il y en a qui connaissent, ils mangent le BH le matin. Le BH, c'est beignet haricot. Est-ce qu'ils mangent pain avec beurre, confiture? Non. Oui, moi j'ai trouvé de mes cousins qui faisaient pain, beurre, confiture le matin. Le problème, c'est que c'est trop sucré. Pain, beurre, confiture avec le jus d'orange, la viennoiserie. Vous flinguez votre pancréas le matin. Alors attention, moi je suis pour se faire plaisir 1 à 2 fois dans la semaine et tout, ou voilà, des petits bouts comme ça, il n'y a pas de problème, ton corps va gérer. Mais si c'est tous les matins comme ça, tous les matins, tu prends pain, beurre, confiture, jus d'orange, croissant, pain, chocolat, Nutella, et après tu dis que l'huile de palme est dangereuse, je pense que tu as un réel problème dans ta tête. Ah oui, un réel problème. Et un problème d'ignorance. Oui. Tu vois, mais c'est-à-dire que tu vois, on accuse l'huile de palme. Et puis pour revenir vite fait sur l'huile de palme, c'est que chez nous, là, c'est des petits producteurs. Hein. On n'est pas dans les trucs d'Indonésie, là, machin et tout. C'est des petits producteurs. Chez moi, au Cameroun, la déforestation, c'est l'exportation du bois précieux vers la Chine et la France. OK ? Les gens qui font des trucs qui ont des palmeraies, c'est des petits producteurs. Donc, ils ne sont pas dans les histoires d'aller enlever les orang-outans. De toute façon, il n'y a pas d'orang-outans en Afrique. Donc, pardon, comme on dit chez nous, laissez-nous respirer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'orang-outans chez nous. Voilà. Non, mais c'est bon. Orang-outan, machin, bidou, chouette. Attends, c'est vrai. Les gens, tu sais que là, en 2017, en France, ils ont autorisé un pesticide cancérigène qui s'appelle le glyphosate, autorisé par l'Assemblée nationale française et le Sénat, ce qu'on appelle le Parlement, l'entité législative. Alors, excuse-moi, c'est considéré comme par le CIRC, le Centre national de recherche sur le cancer, niveau 1, cancérigène avéré. D'accord ? Aujourd'hui, on a nos compatriotes afro-descendants des Antilles, d'accord, qui ont subi les effets et qui subissent aujourd'hui encore les effets du chlordécone. Toujours. Un pesticide organofluoré qu'on a utilisé pendant les années 70 jusqu'à 90 aux Antilles, alors qu'il était interdit depuis longtemps aux États-Unis. Et aujourd'hui, pourquoi en France ? Explique-moi. Pourquoi en France ? Parce que bon, le chlordécone a été utilisé dans les bananeraies pour éviter ce qu'on appelle le charançon. Le charançon, c'est un ver qui rentre dans la peau. Tu as vu la peau de la banane qui rentre et qui bouffe toute la banane, qui pourrit la banane.
Donc, on met du chlordécone, ça ne rentre pas dans la peau de banane, mais ça tue le charançon, ce ver-là. Aujourd'hui, les nappes phréatiques en dom-tom sont foutues. Ils sont pleins de chlordécone. À tel point qu'on le trouve dans le lait maternel des femmes antillaises. À tel point que les afrodescendants des Antilles sont touchés par le cancer jusqu'aujourd'hui, cancer de la prostate, avéré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut que les gens se réveillent. L'huile de palme, c'est une bonne huile qui peut faire, comme le manioc, il y a beaucoup de désinformation sur le manioc aussi, qui peut amener l'Afrique à faire de grandes choses. Et là, il y a ce qu'on appelle un combat économique. C'est tout, point barre. Donc, à un moment donné, il y a la naïveté et il y a la réflexion. On autorise le glyphosate ici en France. Il y a un monsieur qui s'appelle je crois que c'est Bourgoin, qui a fait une vidéo, qui a fait le tour de Facebook, qui explique comment les terres françaises, les terres européennes sont foutues. Parce que avec les pesticides et compagnie. Les dom-toms, c'est fou. Voilà, tu ne trouveras pas. Pourquoi? Explique-moi que tu as des dom-toms, tu as des racines qui poussent au dom-tom, du manioc, du ligname et tout. Pourquoi on n'en trouve pas en France? Pourquoi on fait venir des racines d'Amérique latine ici en France? Pourquoi, à ton avis? Parce que les nappes phréatiques des dom-toms sont foutues de chlordécone. Voilà, sont infestées. Et sachant que les racines des ignames, les maniocs, ils prennent tout leur truc, leur sève là, dans les nappes phréatiques, là, ils seraient infestés. C'est pour ça que la France n'importe pas des racines des Antilles. Voilà, c'est pour ça. Parce que tout est infesté. Donc, quand on a des trucs comme ça, on ne va pas dire aux gens, oui, l'huile de palme, c'est mauvais, machin, bio chouette. Oui. Charité, maintenant, on commence par soi-même. Tout à fait. Alors, quand tu es vraiment exemple de défaut, tu peux te permettre d'aller regarder chez le voisin. Mais quand ce n'est pas le cas, voilà. Tout à fait, honnêtement, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai dit ça pour le matin. Alors, une infusion d'hibiscus, si vous voulez bien finir par ça, parce que l'hibiscus a prouvé aussi, ça aussi, ce sont données scientifiques, je pourrais certains envoyer les études, qu'elle aidait à diminuer l'hypertension de type 1. Ok. Quand j'étais juste à 14,9, l'hibiscus aide à éliminer le sodium du sang. C'est ce qu'on appelle un diurétique naturel. Donc, l'hibiscus aide à diminuer la tension. Donc, vous pouvez bien en boire. Le midi, pareil, prenez un système PGF, prenez votre assiette. Moi, je dis, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais c'est juste pour donner une indication. Il y a des gens qui sont perdus, ceux qui veulent, voilà, un peu, soit perdre du poids ou soit faire attention quelque temps à leur alimentation. Prenez l'assiette PGF divisée en 4, P, G et F sur l'assiette. Le midi, alors le matin, j'ai mis des, comment on appelle ça, des oméga 3. Des oméga 3 le matin. Le midi, des graisses saturées. Donc là, vous pouvez faire en P une viande blanche, par exemple, ou même rouge une fois dans la semaine, pour ceux qui mangent de la viande, ceux qui ne mangent pas, voilà. Une sauce africaine, par exemple, que vous savez faire, voilà, vous apprenez, avec de la graisse saturée, avec un petit peu d'huile de palme, par exemple, en saturé, et un légume. Donc souvent, on fait des sauces à base de légumes, voilà. Et un peu de tubercule africaine. Ça peut être un peu d'igname, un quart de manioc, un quart de truc. Ça, c'est pour le midi. Et le soir, on peut se tabler sur des protéines végétales. Je sais pas. Comme quoi, par exemple? Il y a les haricots rouges qu'on aime bien chez nous. Ok, ouais. Je me rappelle ça, il m'a dit. Voilà. Donc, les haricots rouges, si vous supportez bien, de toute façon, il faut bien les faire tremper 12 heures. Faites-les bien tremper si elles sont sèches. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les haricots rouges qui sont en boîte. Si elles sont sèches, voilà, vous les faites bien tremper, vous les faites cuire après. Et là, vous faites un mélange oméga 6, oméga 9 le soir. Peut-être une huile oméga 9. Alors, ça peut être d'olive le soir, il n'y a pas un problème. Une autre huile oméga 9 ou un petit peu de tournesol, oméga 6, par exemple, dans votre protéine végétale. Et pareil, aussi un peu de légumes verts mélangés. Et voilà, donc pour le repas du soir. Pour éviter de manger la viande le soir, pour ceux qui n'aiment pas manger la viande le soir. D'accord. En tout cas, je trouve que c'est un beau panel en tout cas pour la journée, parce qu'en plus, tu viens de citer des aliments en fait qui calent. Parce que souvent, la chikwang, tous ces aliments-là, c'est des aliments qui collent au corps. J'essaie de diversifier tout en écoutant votre faim. Parce que quand tu vas bien manger, ça va t'éviter de grignoter. Parce que le problème, c'est le grignotage. C'est ça le problème, oui. Tout à fait. Tu as vraiment mis le doigt sur un... C'est le grignotage qui pose problème. Et en réajustant, en remettant en place les graisses, les protéines, les trucs comme ça, là, on est sur des macronutriments, les macros. Vous allez voir, vous allez moins grignoter. Arrêtez d'avoir peur des graisses. Vous allez moins... Et même certains même vont perdre du poids. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est surtout qu'en plus on vit une ère où on est
pour la plupart confrontés justement à des problèmes de surpoids, dus notamment à l'alimentation aussi. Ouais. Et le problème, c'est cet excès de sucre-là. C'est-à-dire qu'on a diabolisé les graisses, on prend du sucre à longueur de journée et c'est ça qui pose problème, en grande partie. En tout cas, c'est vraiment très intéressant et vraiment, c'est des choses honnêtement que moi, je ne savais pas, en tout cas avant de t'avoir échangé avec toi. Et honnêtement, même moi, quand j'ai appris toutes ces choses-là, ça m'a vraiment... Waouh. J'ai fait un tour de 80, enfin, comme on dit en degrés, enfin, je ne suis pas très matheuse et tout, mais en tout cas, ça laisse, en tout cas, c'est des réflexions, en tout cas, les éléments en tout cas, que tu nous as apportés, en fait, ça peut que pousser les gens à la réflexion et à vraiment réévaluer en fait, la façon dont ils s'alimentent. Tout à fait. Et c'est vraiment très important. Alors, après, je dis, on n'est pas des gens parfaits. Il va y avoir des écarts, mais limiter une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Il faut vraiment que 8 fois sur 10, vous mangez bien. Et puis après, on n'est pas toujours parfait. Donc, voilà. Même si tu fais une malbouffe une fois dans la semaine, bon, on va te dire, ah, on va bien, ça arrive. Ouais, le but, c'est pas de culpabiliser aussi. Voilà, c'est ça. À un moment donné, la vie, elle est déjà assez dure comme ça. Ouais. Oh. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Michel. On arrive vers la fin du podcast. Alors, les 2 dernières questions que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais comme dernier mot aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast? Déjà, pourquoi j'ai accepté de participer? Déjà, c'est la communication qu'on a eue. Je t'ai trouvé très avenant, très posé. J'ai fait de la lèche et tout. Non, je rigole. non, mais ça est bon. C'est important la communication entre les personnes. C'est très important ce qu'on ressent par rapport à la personne. Donc, il y a déjà ça. Il y a cette envie de partager. Je le fais déjà sur les réseaux, déjà. Gratuitement. Il n'y a pas que des choses payantes, il y a des choses qui sont gratuites. Je mets beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc, cette envie de partager, elle est là. Même si on n'a pas acheté un de mes programmes, mais si déjà ce que j'ai dit peut aider une personne, qui pourra aider une personne, chacun, ma mère m'a toujours dit, fais ta part. Si tu as aidé une personne, fais comme le colibri, tu fais ta part. Tu as aidé une personne, c'est déjà bien. Si tout le monde faisait ça, voilà. Donc, déjà, ce partage-là, tu vois, je pense que c'est pour ça. Et puis aussi, il faut faire connaître Amaka Nutrition. C'est important. Bien sûr, parce que tu fais un travail énorme. Voilà. Et je pense que ton travail, déjà, moi, m'a aidé personnellement. Parce que ça m'a permis de prendre conscience de toutes ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, parce que quand on regarde les médias, on nous préconise justement de boire du jus, de boire les Nutella. Enfin, c'est des pubs avec lesquelles j'ai grandi, et t'en es ici, et toi aussi, tu es né aussi avec. Donc, on a grandi avec ces données-là, en fait. Donc, du coup, quand on grandit, on se dit, le matin, il faut boire du jus d'orange, il faut boire du Nutella, et on ignore, en fait, l'impact que ça a sur notre pancréas, sur notre santé. Donc, tu fais un travail énorme, et je pense que ça aide, et ça va continuer d'aider pas mal de personnes. Voilà, donc, et pour dire aussi, ça, c'est un peu côté personnel aussi, c'est que partager le fait que on va pas, même si beaucoup de médecins parlent d'alimentation méditerranéenne, moi, je suis désolée, je ne suis pas méditerranéenne. Voilà, je ne suis pas méditerranéenne, c'est bien, c'est super la médecine méditerranéenne. Mais moi, j'ai pas une tête de méditerranéenne, je suis pas méditerranéenne. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu vas pas dire un Chinois, moi, je mange méditerranéen. Chaque corps a sa non, je ne suis pas méditerranéenne, je suis désolée. Voilà, c'est bien, mais il n'y a pas de problème. Je vais au restaurant indien, je vais au restaurant je ne sais pas quoi, je vais au restaurant chinois, je vais partout, dans tous les restos que tu veux. Mais excuse-moi de revenir chez moi. Donc, automatiquement, voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de partager, cet amour que j'ai de moi-même, de mes origines, partager cela, partager aussi, faire connaître Amaka Nutrition, et voilà, et aider peut-être des personnes. Et si ces personnes-là sont intéressées, elles peuvent me contacter, ou si elles sont intéressées, par exemple, à avoir 10 vidéos offertes pour mieux s'alimenter, elles tapent amaka.podia.com et elles ont accès à 10 vidéos offertes. Merci en tout cas. Et un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est écoutez, revitalisez-vous avec vos aliments naturels. Revitalisez-vous avec revitalisez-vous avec vos aliments naturels. Voilà. Très belle conclusion, honnêtement, on ne pouvait pas être plus clair. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Michel d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai appris beaucoup. Et je pense que les personnes qui nous ont écoutés là,
elles vont avoir un temps de méditation pour parce que ce que tu nous as dit là, c'est vraiment du lourd. Honnêtement, je n'ai jamais entendu ça. Je pense que malheureusement, comme on le disait, enfin comme je l'ai abordé avec une maman il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs je l'ai dit même tout à l'heure, nos ancêtres savaient pourquoi ils mangeaient ce qu'ils mangeaient. Tout à fait. Et il y a eu un problème de transmission à un moment donné, parce que nos parents en tout cas, la génération de nos parents, continuent à manger ça, mais par mimétisme. Ce qui fait que quand ils ont découvert autre chose, parce que souvent ce qui est inconnu, ce qui appartient à l'autre, ça a souvent plus de c'est plus doux. C'est plus c'est clair. C'est plus doux, ça attire parce que c'est l'inconnu. Du coup, on se met à consommer ça plus que nos aliments à nous. Et comme on ne sait pas le pourquoi du comment, comme on ne sait pas en fait en quoi nos aliments sont importants, on a les conséquences. On a les conséquences. Et nous qui sommes nés ici, pour la plupart, qui n'avons pas en tout cas emprunté le processus que tu as, c'est pire. Oui, c'est clair. Donc honnêtement, je tiens vraiment à saluer ton initiative. Et merci encore en tout cas d'avoir accepté de participer à ce podcast. Voilà, donc retrouvez-moi sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Vous tapez Amaka Nutrition et vous me trouvez. C'est top. Bon, en tout cas, merci Michel. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont écouté et qui ont regardé ce podcast. Donc, comme Michel Penda, pardon. Oui, t'as vu ça, hein? Ah, je suis désolé. Je vais pas arrêter de t'appeler Michel du début à la fin. Ah non, attends, avant. Je vais vous tuer. Vous allez voir maintenant, là. Les caméras sont à mer. Non, les caméras, je vous connais, mais toi, tu les représentes bien. Bon, en tout cas, comme Penda l'a dit, en tout cas, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, son site Amaka Nutrition. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.